Bon, écoutez, je vous propose donc que nous commencions ce débat. Sipeka Emeläinen, qui vient de sortir ce livre absolument magistral qui s'appelle « L'Amérique des Sioux n'est pas parmi nous », nous évoquerons ce travail car nous sommes avec deux intervenants qui connaissent parfaitement l'histoire des Sioux à deux titres divers. Alors, à ma gauche se trouve Laurent Olivier. Bonsoir, Laurent Olivier. Laurent Olivier a publié à la fin c'était fin 2021, je crois. Oui. Un livre absolument passionnant, un travail extrêmement fouillé sur ce qui est arrivé à Wounded Knee, une enquête absolument unique et qui donc nous permet de comprendre exactement en quoi Wounded Knee a représenté un crime de guerre, purement et simplement de la part des États-Unis, avec l'assassinat de 120, 130, 150 femmes et enfants. Non, c'est plus que ça, c'est plus de 300 personnes, en fait. Oui, mais dont 150 ou 200 femmes et enfants. Donc, oui. Tout à fait hors des échanges belliqueux, je dirais. Également présent parmi nous, Maurice Rebex. Et ce qui est très intéressant, je pense, dans cette rencontre entre ces deux auteurs, c'est que Maurice, lui aussi, connaît très bien l'histoire des Sioux, mais a un point d'entrée dans la communauté Sioux qui est extrêmement personnel, puisque cette communauté Sioux est sa famille depuis plusieurs décennies, et que donc cette rencontre avec le monde Sioux, la philosophie Sioux, a littéralement infléchi le cours de son existence. Il a publié, donc c'était quand Maurice, L'Esprit ensauvagé, c'était en mai dernier. Voilà, L'Esprit ensauvagé qui est un parcours de vie. Et j'avoue que je suis très très heureuse parce que j'ai eu l'occasion de lire ces deux livres à l'époque qui m'ont vraiment enthousiasmée, sur lesquels j'ai eu le plaisir aussi d'écrire des articles. Car sincèrement, ce sont deux travaux qui nous éclairent sur ce que signifie aujourd'hui le monde Sioux pour nous, ici et maintenant, en Europe, et par rapport à cette histoire américaine qui est évidemment très proche de nous puisqu'elle fait partie de l'histoire de l'hémisphère occidental. Alors on va commencer peut-être, je vais vous dire un mot plus précis, et ils vont le dire eux-mêmes, donc de nos intervenants. Laurent Olivier, vous êtes historien et archéologue, vous êtes conservateur en chef du patrimoine au musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye. Oui, c'est ça. Donc vous êtes un archéologue, vous êtes un homme de terrain, vous êtes quelqu'un qui va chercher dans la terre la mémoire enfouie. Et vous êtes, et ça c'est assez intéressant parce qu'il y a un lien que vous allez nous définir, grand spécialiste des Gaulois, avant de vous intéresser aux Sioux. Oui. Donc vous avez publié sur le monde des Gaulois, vous avez publié Le pays des Celtes, Mémoire de la Gaule, au Seuil, oui. Et vous avez publié un énorme ouvrage extrêmement fouillé qui a dû vous demander plusieurs années de travail sur Wounded Knee. Donc, comment avez-vous basculé du monde celte vers le monde amérindien? C'est à peu près la même histoire, en fait. Ce sont deux sociétés guerrières, agressives, des sociétés qui mènent la guerre avec le cheval, la cavalerie. Et puis, il y a un moment où ils se retrouvent dans une position un petit peu défensive. Ils sont envahis sur leur propre territoire. Ils sont colonisés, ils sont soumis à une puissance extérieure, les Romains pour les uns, l'Amérique pour les autres. Et puis, ils perdent leurs institutions, ils perdent leur religion, et pour finir, ils perdent leur langue. Et ce qui m'intéressait dans le cas des Sioux, c'est la question de... Vous avez parlé de la mémoire, c'est la question de la résilience de cette mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe 130 ans après la fin de la conquête
qu'est-ce que ça veut dire dans la mémoire collective? Parce qu'on n'en sait plus rien pour l'époque gauloise. Et puis aussi, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que on est nous aussi atteints du complexe du colonisé. C'est-à-dire que le passé gaulois, pour nous, c'est pas très sérieux, c'est Astérix, c'est sympa, c'est une bande de gros compères un peu rougeaux qui font des festins dans la forêt, mais ça n'a pas d'avenir par rapport à la civilisation qui arrive après, et heureusement qu'on ait des faits, et heureusement qu'on est colonisé. C'est un peu la même chose aussi pour l'Amérique indienne. Il y a ce cliché persistant de les présenter comme le folklore du passé, les Indiens à plumes, alors que, et toutes les rencontres d'Américains le montrent, ils sont vivants, ils sont encore bien vivants, ils ont survécu à cette domination. Donc c'était ça qui m'intéressait de voir concrètement, dans les deux cas, c'est qu'est-ce qui survit de ça et qu'est-ce qui parvient à se maintenir malgré la conquête, malgré l'écrasement et malgré la colonisation. Alors c'est quelque chose qu'on voit très bien sur le site d'Alésia. Moi j'ai la chance d'être à 80% bourguignonne, et quand on va à Alésia, ce qui frappe, c'est la similitude entre les Gaulois, leur niveau de développement, leurs armements, leurs casques, leur artisanat, par rapport aux Romains. C'est-à-dire qu'on a présenté, et on va voir qu'il y a peut-être un parallèle avec les Sioux, on a présenté les Gaulois donc comme un peuple non seulement jovial, Astérix, etc., mais retardataire, qui avait un pied dans un passé très lointain face aux Romains, qui étaient les hommes de la nouvelle civilisation. Or, on peut peut-être dire la même chose du monde Sioux. C'est-à-dire que pour revenir à l'image gauloise, en fait, on a assimilé le discours du dominant, le discours du colonisateur. Le colonisateur, qu'il soit américain, romain ou français ou anglais, il dit toujours la même chose. Il dit « nous vous apportons la civilisation. Grâce à nous, vous allez entrer dans le progrès ». Et donc on a cette image rétrograde du passé gaulois qui, et c'est une image que le renouvellement des recherches depuis une cinquantaine d'années a du mal à imposer. C'est une civilisation raffinée. C'est pas une civilisation inférieure aux civilisations classiques, c'est comme disait le grand anthropologue Marcel Mauss, c'est une civilisation différente. C'est pas pareil, c'est autrement. Et ces civilisations amérindiennes, on peut utiliser ce mot de civilisation, sont des civilisations aussi différentes. Elles ne sont pas inférieures. Et donc, ce regard-là, je pense qu'il est important de porter sur ces sociétés du passé, parce que ça permet aussi de les comprendre dans leur présent. Vous voyez, ils ne viennent pas, contrairement à une image largement répandue, ils ne viennent pas de la préhistoire pour être entrés dans la modernité. Ils sont une autre forme d'humanité, en fait. Alors, nous allons évoquer tout à l'heure donc le travail très important que vous avez fait sur Wounded Knee, mais avant de passer la parole à Maurice Rebex, je voudrais que vous nous parliez de votre propre relation, implication avec la communauté Sioux, puisque vous y êtes allé à de nombreuses reprises et vous avez noué des liens très profonds. Alors j'y suis allé un petit peu par hasard. Moi, ce qui m'intéressait, j'y suis allé avec un ami qui est dans la salle qui s'appelle Franck Robin, qui est photographe. Et en fait, ce qui nous intéressait à l'origine, c'était la lutte contre le grand pipeline, le DAPL, Dakota Access Pipeline, qui a été dévié pour traverser la réserve de Standing Rock, la réserve Lakota du Nord. Et en fait, ce mouvement a créé un immense sentiment d'appartenance collective chez les Sioux, qui ont réussi aussi à mobiliser beaucoup d'autres peuples autochtones, à la fois en Amérique, mais partout dans le monde. Et en allant là-bas, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait deux mots qui revenaient sans cesse dans toutes les conversations. C'était Wounded Knee. Et le Wounded Knee 1890, le traumatisme initial. Et en parlant avec les gens, on voit que ce traumatisme, il n'est pas guéri. Quand vous allez là-bas, c'est quelque chose qui, quand vous commencez à avoir une relative intimité avec les gens, c'est extrêmement bouleversant parce qu'ils ont des visions. Les endroits où les gens ont été tués et massacrés par les milices américaines ou par l'armée américaine, les gens ont des visions. Ils entendent le bruit des fusillades, ils entendent les cris des enfants,
il voit les survivants, il voit les morts. Et en fait, je me suis senti, en tant qu'archéologue, avoir quelque chose à faire avec ça, parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler au cours de ce débat. Le crime d'État que représente la destruction des populations indigènes n'a jamais trouvé de justice, n'a trouvé ni vérité, c'est-à-dire que la vérité sur ce qui s'est passé n'est pas révélée, elle est niée, elle est refoulée, et justice n'a pas été rendue. Et en tant qu'archéologues, nous, les archéologues, en fait, on a l'image de gens qui exhumons des vieilles choses du passé. En fait, comme on s'intéresse aux choses matérielles, on met en évidence ce qu'ont fait les gens et ce qu'on a fait aux gens. C'est simplement ça. C'est un immense pouvoir de révélation, l'archéologie. Et de ce point de vue-là, c'est un pouvoir de révélation de la vérité, qui est la première étape pour ce que les Lakota appellent la guérison de l'âme, surmonter le traumatisme. Alors on va évoquer tout à l'heure Wounded Knee. Auparavant, on va parcourir un peu l'histoire des Sioux sur les traces donc, de Pekka et Melainen, dont on déplore effectivement l'absence dans ce débat. Mais ma question, c'était, parce qu'elle va concerner aussi de très près Maurice Rebex, quel type de lien avez-vous noué sur place? Il y a des amitiés qui se sont constituées. Vous êtes resté combien de temps? Vous êtes allé où? À Pine Ridge? Vous êtes allé à Standing Rock? On n'a pas pu faire beaucoup de séjours parce qu'il y a eu la crise du Covid. On y est allé plusieurs fois. On en revient. Le dernier séjour, c'était au mois de juin, juillet. Et on a effectivement séjourné dans les différentes réserves, en particulier Pine Ridge. Nous, on connaît plutôt Pine Ridge, qui est l'endroit justement de Wounded Knee. On connaît moins Rosebud, comme vous, Maurice. Et puis on est allé aussi à Cheyenne River, d'où venait la communauté qui était massacrée à Wounded Knee, et puis à Standing Rock aussi, qui est l'endroit où s'est organisée la résistance contre le pipeline. Et donc là, on a rencontré beaucoup de gens. Mais ce qui est très intéressant, ça a été évoqué, je pense qu'il faut y revenir, c'est que ça ne sert à rien d'envoyer des emails, ça ne sert à rien de prendre des rendez-vous par téléphone. Ce sont des gens qui vous jugent sur pièce. Et donc, il faut les rencontrer. S'ils estiment que vous êtes digne de confiance, à ce moment-là, ils vous parleront et ils vous feront rencontrer d'autres personnes. Et donc, c'est comme ça que des chaînes de relations se mettent en place, en fait. Avec des gestes de respect qu'il faut observer d'emblée. Moi, je me souviens, lors de mes reportages auprès des Amérindiens, et notamment à Pine Ridge et à Rosebud, je ne sais pas si c'est toi, Maurice, mais quelqu'un m'avait dit « Tu viens toujours avec quelque chose, et de préférence un paquet de tabac ». Et le tout premier reportage que j'avais fait il y a longtemps maintenant, j'étais allée dans une autre communauté amérindienne et j'avais commencé à leur poser des questions. Ils me regardaient, imperturbables. À un moment, ils m'ont dit « Mais toi, tu es qui? Tu arrives là chez nous? Tu ne te présentes pas? Tu ne nous dis pas si tu es marié, si tu as des enfants ?» Et là, je me suis dit « Waouh !» Là, il y a une sorte d'élégance et de savoir-vivre à l'indienne que je n'avais pas respecté. Là, je peux vous dire que la leçon, je l'ai prise définitivement. Ils m'ont pas dit ça méchamment. Mais voilà, le relationnel est extrêmement important. Alors, Maurice Rebex, justement, merci d'être avec nous. Maurice, vous êtes photographe, vous avez publié plusieurs livres de photographie, pas seulement d'ailleurs sur le monde amérindien, puisque votre parcours de vie a été associé au monde du surf, aussi au monde de l'escalade. Donc, vous êtes un voyageur, un photographe. Et un jour, dans ce parcours, il y a eu cette rencontre décisive avec le monde Sioux. Donc, c'est ce que vous racontez dans ce livre, L'esprit ensauvagé, paru donc en mars dernier aux éditions Albin Michel, mais en même temps, vous êtes un grand connaisseur de la culture et de l'histoire. Mais peut-être d'abord, votre rencontre personnelle avec le monde Sioux et en quoi elle a complètement changé votre vie. Bien, bonjour à toutes et tous. Un petit bébé babillé,
j'espère que la conférence lui sera propice. Avant de te répondre, je voudrais faire un très court préambule sur deux choses. D'abord, dire mon plaisir et mon privilège que j'éprouve d'être... Et peut-être un préambule. Dans le préambule, je veux remercier Marie-Hélène Freissé, qui est une amie. On va se vous voyez, mais c'est simplement parce que vous êtes là. Et qui est aussi pour moi comme une bonne étoile. Durant mon parcours de photographe, d'écrivain, France Culture, etc., je la vois qui sourit. Et en terre indienne, ces choses-là comptent, et donc je veux le mentionner. Et puis aussi mon privilège d'être aux côtés de deux chercheurs. L'un d'entre eux, on lui souhaite Wichosani, la bonne santé, M. Pekka Amalainen et M. Laurent Olivier, qui sont tous deux d'éminents chercheurs qui se sont attachés à une œuvre de justice. Après Pekka Amalainen et son livre, ça ne sera plus comme avant quand on parle des Lakota. Ça sera plus complexe, ça sera plus subtil, ça sera plus mesuré, ça sera plus ambivalent grâce à son travail, à la somme en quoi consiste son travail. Quant à mon voisin, il n'y a plus de débat. Fût-ce un massacre, fût-ce une bataille, non. Le massacre à Changpe Opi, le massacre de Wounded Knee. Massacre génocidaire, délibéré, programmé, prévu, organisé. Et donc, des personnes qui œuvrent ainsi, dans le monde indien, on les appelle des alliés. Donc, je suis honoré d'être associé à eux. La deuxième part de mon petit préambule, c'est de vous dire Mitakuipi, Mie Maurice et Machiapi, Na Mie France et Tronwan, Na Wana Mie Chante Lila Washtea, Yuha, Napechiu Sapelo. Et dans ces mots que vous ne comprenez pas, il y a un sentiment, je le sais. Il y a un sentiment lié à cette langue. Et soudain, au-delà des paroles prononcées, l'esprit du monde, la Lakota, est présent dans cette salle. Quand je vous dis dans une langue que vous ne comprenez pas, bonjour, salut mes relations. Je m'appelle Maurice, je viens de France. Le cœur bon, je tends ma main vers la vôtre pour la marier avec la tienne, à toutes mes relations. Mon parcours personnel, c'est comme votre parcours, comme le tien, comme le tien. C'est du fil en aiguille. C'est l'histoire d'une rencontre qui amène à une autre rencontre. Ça commence pour moi au début des années 80. Ça n'est pas le cœur de mon propos de parler de ma propre histoire. Mais ça commence au début des années 80 sur les rives du Saint-Laurent, au Québec, auprès de ceux qu'on appelait les Montagnais et qu'on appelle aujourd'hui plus justement les Inuits. Et c'est tout de suite un coup de foudre. Chez les Indiens, un coup de foudre, ça sonne. Un coup de foudre. Les thunder beings, les êtres tonnerres. C'est un coup de foudre pour quelque chose qui me séduit immédiatement, autant en tant que photographe qu'en tant qu'être humain. C'est la formidable dignité de gens qui n'ont plus rien. Et donc qui ont, grâce à la dignité, tout gardé. Il y avait une dame hier, la Lakota, Yvette Running Horse Collin, qui disait « Nous ne serons, nous les Lakota, nous ne nous assimilerons jamais. Mais le grand truc, c'est qu'elle le disait avec un sourire merveilleux. C'était ça la force de son message. Ce n'était pas tant de dire « Vous ne nous aurez pas », mais c'était de dire « Dans la situation où nous sommes, nous sourions face à la vie ». Il y a une idée reçue qui veuille que l'Indien d'Amérique soit le noble stoïque personnage en haut d'une colline enveloppé d'une couverture à dispenser au couchant du soleil une sagesse devant laquelle on s'extasie alors qu'en réalité elle est plus ou moins mièvre. Quand le soleil se couche, mon esprit. La réalité, et je laisse Laurent corroborer, mais la réalité de ces populations, c'est que leur force de vie et leur expertise de la survie procèdent du fait qu'ils sont des amoureux de la vie. Ils aiment la vie sous tous ses aspects.
Et c'est un formidable enseignement de la part de gens à qui on a presque tout pris. Presque. Mais que leur reste-t-il quand on n'a plus ses terres? Parfois on a des difficultés avec sa langue, quand on n'a plus la possibilité de nomadiser, quand le bison subit le même sort que celui des Indiens, c'est-à-dire l'assignation à résidence, les Indiens dans des réserves, les bisons dans des parcs nationaux, quand on a été plusieurs dizaines de millions sur un continent, qu'on n'est plus que 300 000 à la fin du 19e siècle, quand les bisons paissaient et migraient par dizaines de millions d'unités, ne sont plus que quelques centaines à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui produit la force qui permet de traverser? Et qu'est-ce qui fait que the vanishing race, la race qui s'éteint, comme on les décrivait, non seulement ne s'est pas éteinte, mais devient celles et ceux vers qui nous, les civilisés, tendons un peu l'oreille, dans le forme de troubles où nous sommes face à notre avenir. Toutes ces choses se résument en une seule dimension. C'est que nous sommes avec des populations qui ont gardé le sens du sacré. Nous sommes avec une civilisation, comme disait Laurent Olivier, où vous ne pouvez jamais séparer ce qui est culturel de ce qui est spirituel. Pour finir, en très peu de mots, tipi, les deux tipis qui sont dehors. Tipi, vivre ensemble, habiter ensemble. Ti, habitat, pi, pluriel. Sont masculins à leur sommet, féminins à leur base. Quand les perches sont bien assemblées, elles dessinent le nid d'un aigle. Quand on quitte le lieu où on campait, on ne laisse aucune trace, sauf un joli cercle d'herbe jaunie qui, peu à peu, au fil des jours qui viendront, va reverdir et s'effacer. Et derrière ce qui est plus qu'un symbole, il y a une relation au monde qui nous envoie un message. Je m'arrête là, on a un peu de temps pour parler de ce message, mais ce message, il est profond. Et d'une certaine façon, un peu comme les Gaulois, ce que ces populations nous apprennent, c'est la possibilité pour nous de cesser d'être qui nous sommes devenus pour redevenir celles et ceux que nous fûmes. Merci Maurice. Alors, avant qu'on passe à l'histoire, pour comprendre ce qu'a été cet empire Sioux, puisque dans son livre Pekäläinen emploie le terme empire, je voudrais juste, Maurice, en quelques instants, que vous nous racontiez quand même votre rencontre, le déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez chez les Inuits, donc du Québec, et puis le vrai lien durable, profond et familial, je dirais, c'est avec les Sioux qu'il s'est... Alors on va expliquer ce terme Sioux, qui n'est pas approprié, mais qui est le terme qu'on utilise, mais juste le moment déclencheur, en quelques mots. Le moment déclencheur. Pour un photographe, le moment déclencheur, c'est facile, c'est quand on appuie. Mais bon, il y en a une petite suite. Je ne vais pas abuser du temps, mais... Parce que mon épouse est là aujourd'hui, je dirais, c'est pas tout à fait le moment déclencheur, mais c'est un moment... C'est le moment où un homme médecine Lakota nous marie. Et mon épouse et moi sommes côte à côte. Lui se tient un pied derrière nous et entonne le chant de l'apparentement. Dans mon oreille, j'ai la voix de cet homme qui vibre. Et cet homme est un homme médecine, hein, donc il m'a soigné, comme font les personnes médecine, comme fait mon médecin dans ma ville d'Anglet quand je vais le voir. Il m'a soigné et il m'a transformé. Jean Mallory a un mot merveilleux, le grand explorateur français Jean Mallory, quand il parle des populations inuites. Il dit « Elles m'ont aidé à retrouver ma propre identité structurelle d'être humain. » Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors cet homme-là, c'était un personnage. C'était un ancien béret vert des forces spéciales en Corée, prisonnier de guerre des Chinois,
qui alors lui, il le torturait particulièrement parce qu'il ne le torturait pas physiquement. Il lui disait, mais alors toi, vraiment, tu es l'esclave, toi, hein, tu sers ton maître, hein, tu es dans les forces armées d'un pays qui t'a écrasé, t'es un esclave, bon. Et cet homme-là, ce personnage-là, il avait reçu une vision. Et sa vision, c'était que le monde est malade de l'homme blanc. Je laisse un blanc derrière homme blanc, parce que des fois, quand moi je dis l'homme blanc, j'entends dans la salle. Parce que nous, les blancs, on aime bien dire les noirs, les arabes, mais dès que les blancs, ça nous fait... Mais oui, mais il y a plein de populations dans le monde pour qui on est les blancs. Et donc sa vision, c'était que le monde est malade de l'homme blanc. Il voulait dire du système de la domination, de l'oppression, du c'est comme ça qui veut nous faire croire que, vous savez, la formule de Thomas Hobbes, l'histoire de l'humanité, ça serait la guerre de tous contre tous. Et on a fini par le gober, le truc. Son idée à lui, avec son cerveau tourmenté, ça finit par devenir la pilule qu'on a gobée. On croit à ça. Mais c'est juste un scénario parmi d'autres. Il y avait d'autres façons de découvrir l'Amérique. Peut-être les Basques étaient en Amérique avec Christophe Colomb, mais sans drapeau à planter, juste échanger quelques poissons, quelques vêtements, que sais-je. Mais cet homme-là, il avait une vision. Sa vision, c'était que le monde est malade de l'homme blanc et que pour guérir le monde, il faut soigner l'homme blanc et que pour soigner l'homme blanc, il faut faire de l'homme blanc un Indien. Et avec moi, ça a un petit peu marché. Donc, je suis parti en terre indienne pour prendre des photos et au bout du compte, c'est eux qui m'ont pris. Merci Maurice. Alors, puisque nous voulons quand même rendre hommage au travail de Pekka Hämäläinen qui vient d'écrire avec l'Amérique des Sioux le livre, certainement la grande fresque qui nous manquait. Parce que pourquoi, depuis pratiquement un siècle, quand on parle des Indiens, avec tous les clichés qui vont avec, ce sont toujours les Sioux qui reviennent. Parce que probablement, ça a été les plus résistants et probablement, c'est eux qui ont le plus inquiété les pouvoirs blancs. Alors pourquoi étaient-ils si puissants? Comment sont-ils devenus aussi puissants? C'est ce qu'explique Pekka Hämäläinen, puisqu'il s'est intéressé d'abord à l'Empire Comanche. Et ce qui l'intéresse dans ce livre, comme dans le précédent, donc consacré à l'Empire Comanche, c'est comment des populations nomades, à un certain moment, deviennent puissantes au point de coloniser tout un continent. Alors je sais qu'actuellement, il travaille comme ça sur les empires nomades. Donc, son livre sur l'Amérique des Sioux est le deuxième qu'il consacre à cette problématique, comment une population qui est déplacée, puisqu'il nous raconte, et Maurice comme Laurent vont nous donner quelques jalons dans cette histoire qu'ils connaissent très très bien, comment d'une population placée quelque part au nord du bassin du Mississippi, qui s'est déplacée progressivement vers l'ouest sous la poussée de l'invasion européenne, a pu constituer, en l'espace en gros d'un siècle et demi, un empire tellement puissant, quoique non fixé dans des grandes cités bâties en dur, mais puissant au point d'inquiéter très gravement le pouvoir états-unien et même à certains égards le pouvoir canadien. Alors peut-être les grandes étapes de cette histoire, donc Laurent Olivier, qu'est-ce qui fait au fond que les Sioux deviennent à ce point puissants et d'où partent-ils? Comment se constitue cette puissance? Alors je vais en parler, mais forcément moins bien que Pekka n'aurait pu le faire. Si on se représente le territoire nord-américain, le continent, au XVIIIe siècle, vous avez les 13 colonies anglaises qui sont collées sur la côte atlantique. Vous avez les possessions françaises qui sont énormes, qui représentent un tiers du continent, depuis le Saint-Laurent, la baie d'Hudson, jusqu'à l'embouchure du Mississippi.
et puis il y a un territoire mal connu qui se trouve complètement à l'ouest. Et en fait, au milieu de ces possessions françaises se trouvent deux sortes, c'est ce que Pékin appelle des empires. Il appelle ça des empires cinétiques, c'est des empires mouvants, en fait. Vous avez l'empire Comanche, qui en fait exploite les ressources économiques qui viennent des Hispaniques, et notamment les chevaux, qui se trouvent au sud. Et puis au nord, vous avez une grosse tâche sur à peu près 7 États américains contemporains, qui est ce qu'on pourrait appeler l'empire Sioux. Alors, Sioux, c'est un mot français, hein, ça vient de l'algonquin Nadé-Saoui, qui veut dire ceux qui parlent une autre langue, et les Français ont abrégé ça en Nadoué-Sioux et ensuite en Sioux. En fait, les Sioux s'appellent, il y a trois sous-grands ensembles, les Lakota, Nakota, Lakota, qui correspondent aux trois grandes étapes de leur expansion vers l'ouest. Donc Sioux, c'est une définition de l'extérieur. Oui, c'est comme gaulois d'ailleurs, hein, tout à fait. Beaucoup de noms de tribus amérindiennes sont des noms des gros ventres, par exemple, les brûlés, sont des dénominations européennes. Et en fait, les Sioux, l'Empire Sioux, grandit, et ça c'est tout à fait intéressant, grâce au contact avec le monde européen, en fait. Parce qu'ils en viennent à contrôler l'axe du Missouri et ils contrôlent les échanges qui remontent depuis Saint-Louis, en fait. Et puis, ils sont aussi au centre du commerce des fourrures, qui est très, très important au XVIIIe siècle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous voyez bien que ces deux empires, ils vont être un frein, ils vont être une sorte de barrage à l'expansion américaine vers l'ouest. Ils empêchent la jeune Amérique de faire sa jonction avec le Pacifique. On a peut-être parlé de l'expédition de Lewis et Clark en 1804, qui cherche à explorer qu'est-ce que c'est le territoire américain cédé par les Français. Et puis surtout, ils monopolisent aussi les échanges économiques. Donc c'est véritablement, Pekka Hämäläinen a raison de parler, c'est un véritable empire, mais sans ville. Donc en fait, c'est une population amérindienne qui grandit à la fois grâce au commerce, mais qui grandit, disons-le tout de même, au détriment des autres populations amérindiennes. Puisqu'on voit bien dans cette histoire, telle que la raconte Pekka Hämäläinen, que c'est un peuple conquérant. Et c'est un peuple conquérant du monde amérindien, puisqu'il y a quand même de très très gros affrontements. Et d'ailleurs, ce qui va expliquer aussi la victoire finale du pouvoir blanc, c'est précisément les divisions à l'intérieur du monde indien. Mais il y a un moment, et disons-le clairement, où tout de même l'Empire Sioux est un empire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est ultra-autoritaire, abusif, totalitaire ? Est-ce que c'est un empire, au contraire, qui repose... parce qu'il y a beaucoup d'affrontements interindiens, qui reposent au contraire sur une diplomatie. Est-ce qu'il repose sur la diplomatie ou sur la force, cet empire? Alors peut-être, Maurice, cette histoire aussi, tu l'as beaucoup parcourue, parce qu'on a quand même l'impression que les Sioux, certes, ont terrorisé les Blancs, mais ils ont aussi beaucoup terrorisé les autres populations indiennes. Alors évidemment, il n'y a qu'une expression dans la langue française, à ma connaissance, hein, c'est « ruse de Sioux ». Et évidemment que je vais en utiliser une pour me sortir immédiatement de choses trappes où on m'invite. J'ai trop traîné chez les Sioux pour ne pas avoir quelques ruses de Sioux. D'abord, oublions Sioux. Cet homme dont je vous parlais, qui nous a mariés, disait « Ma Lakota », je suis un Lakota. Il disait « Si tu veux voir des Indiens, va aux Indes ». Mais pour faire semblant de répondre à ta question tout en l'esquivant, j'évoquais la pertinence des travaux des historiens, des archéologues, surtout quand ça fait œuvre de justice. Pour moi, profondément, là où Pekka Hämäläinen apporte des éléments nouveaux, c'est aussi dans ses formes d'interrogation.
et dans sa démonstration d'une explication d'une adaptabilité, d'une formidable adaptabilité de ces populations. Mais en même temps, je me souviens du mot de ce même monsieur qui nous a mariés et qui disait souvent « Watch out with the white man, history is his story ». Attention avec l'homme blanc, l'histoire c'est son histoire. Je veux dire par là que, et ça ne remet pas du tout en question la pertinence des travaux, mais n'oublions pas que non seulement l'observateur altère le phénomène, mais que dire quand l'observateur est le phénomène? Quand nous observons des populations des forêts de l'Est qui se déplacent vers l'Ouest, nous observons l'arrivée de l'homme blanc, nous observons l'arrivée des Européens. Il faut lire Philippe Descola pour comprendre que les grands groupes humains rassemblés dans les forêts qui se dispersent en petites bandes dans le grand espace des plaines, c'est aussi une stratégie anti-pandémie. Quand la pandémie en Amérique, c'est vous et moi, quand on débarque du galion ou de la chaloupe. Et donc il y a ce déplacement de population. Ce déplacement de population crée aussi des tensions entre des populations qui, précédemment, pouvaient parfois arriver à coexister dans des formes de statu quo. Les Sioux ont une réputation de farouches guerriers. C'est une réputation acquise au cours de l'histoire. Les inventeurs du scalp, c'est les Anglais. Puis par mimétisme guerrier, chez les Sioux, la pire chose qu'on puisse faire dans un acte guerrier, c'est utiliser son bâton à coups et frapper et faire tomber de cheval l'adversaire. Et là, l'adversaire va regretter que vous ne l'ayez pas tué, parce que vous l'avez ridiculisé, ce qui est bien pire. Donc, pourquoi j'évoque ça? Parce que je resterai un petit peu en dehors, si tu veux bien, Marie-Hélène, de trop rentrer dans ces questions. Je respecte les points de vue, mais je sais aussi que les empires, la domination, c'est aussi notre vocabulaire, notre langage, notre façon de décrypter les choses, et jusqu'à quel point, à un moment donné, ne devons pas nous arriver à nous extraire d'un système de pensée qui nous fait voir... vous savez, c'est très compliqué. Les Hurons, enfin les Haudenosaunee, les Iroquois, torturent un père jésuite. Ok? Donc c'est terrible, ils le torturent, c'est terrible. Oui, mais le soir même, ils vont panser ses plaies, lui offrir à manger, partager un très bon banquet ensemble et lui dire « Ah, dis donc, toi, t'es costaud, hein, c'est du solide avec toi, on apprécie de t'avoir parmi nous. » Et le lendemain matin, on rallume le feu et on continue de le cramer. Donc, d'un seul coup, voilà. Alors, mais pour ce qui est... Il y a une ambition, Sioux, quand même. Oui, alors pour ce qui est de l'esprit... Il y a quand même un sentiment de fierté. Oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça a été... Alors, est-ce que ça s'est construit dans le temps ou est-ce que c'était inhérent au système de pensée Sioux? Un sentiment tout de même, entre guillemets, de supériorité et un désir de conquête, puisque tout de même, ils ont fédéré les tribus, ils en ont fait des obligés. Et donc, cette ambition-là a permis cet empire éphémère. Alors, rapidement, sans trop consommer de temps, la question est, est-ce que tous les peuples, est-ce que toutes les nations sont égales devant l'histoire? Est-ce que tous les peuples d'Europe sont des Ukrainiens? Et donc, qu'est-ce qui constitue la force des Lakota, jusqu'au point que, comme tu le disais, ils sont devenus la figure mythologique essentielle. C'est indubitablement lié, et c'est là où les travaux notamment de Pekka Hamalainen sont intéressants, à leur adaptabilité intellectuelle aussi, à leur capacité... Pekka Hamalainen l'explique, ce sont très grands diplomates, il les appelle des séducteurs dans la diplomatie. Les Sioux vont fumer le calumet de la paix, ce que nous on appelle le calumet de la paix avec Custer, et ce jour-là se débrouille pour qu'un peu de cendre tombe sur ses bottes. Et ça, c'est l'avertissement, c'est pour l'aider à comprendre que ça s'arrête là. Et lui, les cendres, il les a balayées sans comprendre.
Donc à partir de ce moment-là, oui, son sort a été terrible. Mais il avait été averti. Donc je crois que c'est plutôt dans cette complexité que le travail de Pekka Hämäläinen est formidable. C'est qu'il nous montre qu'il n'y a pas les farouches guerriers ou bien les gentils indiens cool. Il y a toute une gamme de situations. Et en 2 mots, j'évoquais les trappeurs français qui font qu'un certain nombre de familles Lakota aujourd'hui portent des noms français. Ben leur sort était un peu lié aux circonstances. Si on en repère un dans la prairie, tout seul avec ses 2 mules, en train d'essayer de chasser, de ramasser des peaux, d'attraper... Bon. Et que dans les jours précédents, il y a eu une escarmouche où un jeune a été tué, etc., ben, il va se faire casser la tête parce qu'ils ne sont pas de bonne humeur. Mais s'il est repéré... Mais s'il vient chercher des fourrures et qu'il a des produits intéressants... Pas seulement ça. L'échange aura lieu. Non, pas seulement ça. S'il vient un moment où la lune était pleine hier et où une petite pluie est tombée propice à ce qu'on brosse les chevaux, etc. Aussi. Il n'y a pas que les aspects mercantiles, triviaux. Il y a les auspices, la symbolique. Absolument. Et à ce moment-là, celui-là, il sera intégré dans le camp. On lui trouvera un tipi, une femme le trouvera à son goût, parce qu'on est dans le système matriarcal, donc c'est la femme qui décide. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Hier, il était étranger, et aujourd'hui, il est l'un des nôtres. Parce que les Sioux, c'est aussi une culture où on intègre l'autre pour qu'il cesse d'être un autre, ce qui n'est pas tout à fait la pratique des plus farouches et hostiles, agressifs du monde. Alors peut-être justement pour expliquer cette puissance, cette solidité, cette force de la société Sioux, est-ce qu'elle ne repose pas sur ce système de parenté, sur les structures mêmes de cette confédération de peuples que sont les Sioux? On les appelle comme ça puisque c'est plus simple, mais eux ont beaucoup de noms différents avec des groupes, des sous-groupes, et tout ça. Est-ce que ce n'est pas ça précisément qui fait la force des Sioux, ces structures de parenté, d'alliance, de filiation? Alors peut-être Laurent Olivier, à travers l'histoire, pour expliquer cet essor extraordinaire sur 1 siècle et demi. Je voudrais dire, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Maurice, nous, en tant qu'archéologues, notre travail, c'est d'essayer de comprendre des sociétés disparues qui ne pensent pas comme nous. Et c'est très difficile d'attraper, d'essayer un petit peu de rentrer dans des sociétés qui sont étrangères à nous. Et la grande difficulté, c'est qu'on est toujours tenté d'y aller avec nos propres clichés, nos propres façons de réagir. Et ce que je trouve intéressant avec les Lakota, c'est que, en fait, moi c'est ça qui m'a plu chez eux, c'est que c'est pas forcément des Indiens sympathiques. C'est une société guerrière et il faut pas le sous-estimer. Une société guerrière, c'est une société violente, c'est une société dominatrice, et c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un pas de côté, c'est-à-dire que on n'est pas dans parce que je voudrais pas qu'on garde cette image un petit peu insistante de l'Indien proche de la nature, de l'Indien qui comprend que tout est sacré, de l'Indien qui un petit peu New Age, qui nous offrirait une spiritualité bon marché qu'on est capable de comprendre. Je pense que, et je ne sais pas ce qu'en pensera Maurice, je pense que nous, en tant qu'Occidentaux, c'est très difficile. Il n'y a rien de plus éloigné de nous que la spiritualité amérindienne, et notamment la spiritualité Lakota. C'est quelque chose qu'on ne... D'abord, les visions. C'est quoi une vision? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une hallucination? C'est une chose qui nous échappe. Et donc, je crois que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ce décalage par rapport à nous, qui est intéressant comme une machine de pensée, en fait. Et je pense que, Maurice, c'est aussi ça qui vous a séduit chez les Lakota. Ce pas de côté que ça nous force à effectuer par rapport à ce qui nous semble aller de soi. Toutes ces choses évidentes, en fait, qui ne le sont pas du tout. Alors, avec une valeur centrale, et là, Maurice peut en parler, puisqu'il a lui-même pratiqué la danse du soleil, qui est le courage, qui est la résilience. C'est ça, la valeur numéro 1, me semble-t-il, du monde Sioux. Lakota, Nakota, Dakota, c'est ça qui les fédère. C'est le pilier central de leur culture, non? Est-ce que je me trompe, Maurice? D'une
te trompes jamais, Marielle. Non, non, mais si, puisque toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Peut-être alors. Parce que participer à la danse du soleil, c'est quand même une épreuve physique terrible. Et tu l'as fait combien de fois? Mais non, 10 fois. 22 ans. Mais non, c'est vu de l'extérieur, c'est une épreuve terrible. Vu de l'intérieur, c'est un formidable moment de connexion ou de présence au monde. C'est une façon d'être au monde. Alors un peu exigeante, un peu intense, oui. Mais je vais évoquer ça. Mais je sais que le temps va passer vite et qu'on laissera que quelques petites traces. Je pense que ce qui fait l'image très forte, les Lakota ont deux grandes figures historiques. Trankra Iotrake, Sitting Bull, et Tashunka Witko, Crazy Horse. Et de l'un, on a des photos très frappantes. Il y a une photo de Sitting Bull où il regarde tellement fort l'objectif qu'on réalise d'abord qu'il a un léger strabisme touchant, et ensuite qu'il nous regarde. Il nous regarde de façon tellement puissante qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'après avoir vu sa photo, on sait un petit peu de quoi cet homme-là était fait. Regardez là. Sitting Bull avec une plume derrière son crâne. Puis de Tashunka Witko, de Crazy Horse, aucune photo. On dit qu'au photographe qui s'approchait de lui, il disait « Ami, pourquoi veux-tu saisir mon ombre ?» Et donc, chacun d'entre nous, et les Lakota en premier lieu, et ceux de son clan en premier lieu, ceux qui sont les seuls à connaître le lieu secret de sa sépulture, peuvent avoir de lui une image ouverte. Ces deux grandes figures, elles arrivent à un moment donné de l'histoire où, après avoir avancé depuis l'Est, pour les Lakota, les problèmes surviennent après la fin de la guerre de sécession. Pour être un peu trivial, tant que les Blancs se foutent sur la gueule, tout va bien. C'est au moment où ils ont fini par ils ont réglé leurs différends entre eux que là, ils se retournent vers l'Ouest. Problème. Et donc, ces populations deviennent guerrières. Mais il faut comprendre aussi, dans les communautés indigènes, un guerrier, c'est pas un fort en gueule qui se tape sur la poitrine pour aller faire buter du monde. C'est pas ça un guerrier. Guerrier, c'est synonyme de protecteur de la communauté. C'est pour ça que c'est un statut très estimé. Dans les îles Hawaï, société guerrière par saison, c'est encore un autre truc, c'est que ça, c'est une société où il y a une saison de la guerre et une saison des jeux. Donc regardez, James Cook arrive à Hawaï pendant la saison des jeux. Il se dit, oh, ces gens sont charmants. Il revient pendant la saison de la guerre, il a le temps de faire quelques pas sur la plage, il se fait casser la tête. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dû se dire ces derniers instants? Il a dû se dire, j'ai rien compris. Mais non, t'as rien compris, parce qu'ils ont un calendrier. Donc chez les Lakota, c'est une adaptation, petit à petit. Et aujourd'hui encore, le statut de guerrier, il est... Alors qu'est-ce qu'ils font les jeunes qui veulent être guerriers? Ils s'inscrivent dans les forces armées. Ils vont en Irak, en Afghanistan. Et nous, on est là, les Européens, à se dire, mais comment? Mais alors, on ne comprend rien. Parce qu'on ne comprend pas leurs propres valeurs, leurs propres critères. Le fait que s'envelopper d'honneur, c'est ça qui compte, quels que soient les moyens qu'on trouve. Et puis, il y a ce moment historique, si tu veux, à mon sens, qui fait... Et puis, il y a aussi la rencontre, c'est pour ça que j'évoquais ces photos, il y a la rencontre d'une technologie naissante. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, elle nous inonde. Mon épouse est en train de faire quelques photos, ça me permet de lui rappeler qu'il ne faut pas qu'elle oublie, de clac-clac. On en fait tous. Mais il y a la rencontre d'une culture qui est en train de s'éteindre du point de vue traditionnel et d'une technologie qui naît. Et Edward Sheriff Curtis fait des photos d'Indiens qui bercent l'enfance de millions de gens à travers le monde, dans tous les pays. Et tout ça contribue. Mais une chose très forte chez ces populations, c'est l'humour. Et donc le comble de l'humour, l'humour suprême, l'humour sur soi-même, quand on est en plus démuni de tout. Et là, soudain, on est face à des jeux de mots, à des propos qui nous... Alors je vais vous choquer un petit peu, peut-être choquer une part de l'audience. Cet été, j'étais avec un ami Lakota à qui je présentais deux amis français qui venaient pour la première fois à notre danse du soleil. Et alors je leur disais, bah oui, mais chez nous, vous savez, quand on est un petit garçon, on rêve aux Indiens, on joue aux Indiens. Et mon ami indien, il était en train d'opiner de la tête, il dit oui, nous c'est pareil, nous on rêve aux femmes françaises.
Mais d'un seul coup, voilà, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire on voudrait que nos critères opèrent, mais c'est pas ça, ça marche pas comme ça. La danse du soleil, je fais court, Laurent, un instant. La danse du soleil, c'est donc un rituel durant lequel les hommes, pour des raisons qui leur appartiennent, ont élaboré une danse durant laquelle, à un moment donné, ils se font percer les chairs, la peau, pour se faire attacher à un arbre magnifiquement décoré de drapeaux de tissus de toutes les couleurs, avec du tabac noué à l'intérieur. Et puis on tire sur cette corde jusqu'à ce que ça casse, jusqu'à ce qu'on soit libéré. Alors, si vous assistez à ça, vous dites une bande de sauvages, quoi. Hein, c'est vraiment des trucs, le sang. Oui, mais l'homme ne connaît pas une expérience dans sa vie que la femme rencontre. Alors, quand on lui perce les chairs, à l'homme, ça lui permet de s'approcher de la douleur qu'elle éprouve tous les 28 jours. Toutes les lunes, la femelle, la femme, toutes les lunes, elle connaît la douleur et l'inconfort. L'homme, il a trouvé une façon. Et puis quand il tire sur cette corde, jusqu'à s'en détacher, ça lui permet de s'approcher un peu de ce qu'elle éprouve, elle, quand il y a l'autre en blouse blanche qui lui dit « poussez, 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 poussez ». Et puis finalement, quand ça cède, quand la corde finit par... la tension sur la corde finit par faire claquer la peau et puis qu'on est libéré, mais ça permet à l'homme de savoir un petit peu comment c'est quand elle sent que les épaules viennent de passer et que enfin le bébé lui glisse entre les cuisses. Et voilà comment soudain un rite de sauvage, cruel, farouche, sévère, sanguinaire devient soudain un rite plein de délicatesse pour essayer pour un homme qui est moins sacré qu'une femme dans cette culture, pour essayer de trouver quelque chose qui lui permet d'accéder à la même richesse spirituelle, puisque l'épreuve et la douleur, c'est aussi un enrichissement spirituel. Alors merci Maurice, grâce à vous, on comprend un peu de l'intérieur. Évidemment, ça serait bien aussi qu'on ait des témoignages de membres de la communauté, bien entendu, puisque c'est toujours gênant de parler au nom des autres. Mais je voudrais maintenant qu'on revienne donc à l'histoire et à l'aspect politique, puisqu'on arrive donc après la guerre de sécession, la guerre civile, comme on dit aux États-Unis, à un moment où la question donc, de l'émancipation, de l'abolition est réglée aux États-Unis, on se retourne vers le problème, entre guillemets, le problème indien. Or, les plaines, donc, sont sous la domination, en grande partie, des Sioux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a le sentiment, quand on lit l'histoire telle que vous l'écrivez, telle que l'a écrite Pekka Hämäläinen, que ça se passe en très peu de temps. C'est-à-dire négociation, on prend des engagements qu'on ne respecte jamais, on reprend de nouveaux engagements qu'on ne respecte jamais. Donc on a l'impression que c'est une série, au fond, de crimes commis par un pouvoir qui trahit ses propres traités, le pouvoir donc nord-américain, le pouvoir fédéral américain, qui trahit constamment sa parole avec un cynisme incroyable. Donc je voudrais peut-être avec vous, Laurent, qu'on retrace au fond ces 30 ou 40 années de traités systématiquement contournés. Il faut remonter plus tôt que ça, il faut remonter au XVIIe siècle et à l'implantation des premières colonies anglaises à l'origine. Les premières guerres indiennes, c'est 3 ans après la fondation de la première colonie de Jamestown. Et ne s'arrêteront pas avant que le pays soit quasiment vidé de ses populations autochtones. Il y a cette idée que, en fait, le pays est vide alors qu'il est occupé par des gens, par des villages, par des cultures. Et en fait, dans un premier temps, ça c'est un aspect mal connu, on envoie les autochtones dans les plantations pour servir d'esclaves. Et évidemment, ça ne marche pas très bien. C'est la raison pour laquelle on va chercher des Noirs, parce que les Noirs viennent de sociétés agricoles et couper la canne à sucre et s'occuper de l'agriculture. Ils savent beaucoup mieux que les hommes, en particulier que les hommes autochtones, qui effectivement ont plutôt une vocation de guerriers et connaissent pas grand-chose d'agriculture, qu'elles travaillent des femmes.
Et puis, rapidement, on invente l'idée de ce qu'on appelle le territoire indien, qui est dans le territoire actuel de l'Oklahoma, qui est une sorte de camp de concentration à ciel ouvert dans lequel on va mettre toutes les tribus dont on aura nettoyé le territoire. On les repousse là, une fois qu'on a mis les Noirs dans les plantations. Et puis rapidement, ça déborde l'Oklahoma. Donc il faut créer des réserves dans les endroits qui sont en général des endroits reculés et désertiques. Et en fait, derrière ça, il y a tout un appareil juridique qui se met en place, qui est très important parce que ça pose un problème. L'Amérique a un territoire et a des populations étrangères sur son territoire. Quel statut leur accorder? Donc on crée ce qu'on appelle une espèce d'oxymore. On les appelle des nations autochtones dépendantes et on leur donne le statut de pupille de la nation, en quelque sorte. Donc l'Amérique est responsable de ces nations, mais ces nations, en tant qu'individus mineurs, n'ont pas la capacité de s'occuper d'eux-mêmes, de leur propre diplomatie, qui ressort de la responsabilité des États-Unis. Et puis, on a immédiatement un autre problème, qui est celui de est-ce que les Amérindiens sont des individus comme les autres? Non. Parce que n'importe quel Américain a le droit de se déplacer à son gré et on ne veut pas l'accepter pour les Amérindiens. On veut que les Amérindiens restent dans les réserves qu'on leur a fixées. Donc il y a toute une série de procédures juridiques qui petit à petit amènent à déchoir ces communautés de leur identité de nation et ensuite de leur identité d'individu pour en faire des individus qui finalement sont des individus qui n'ont que des devoirs et aucun droit dans le système américain. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi les traités qui sont passés. Pourquoi les traités sont passés? Parce que les Américains prennent la suite des Français. Et les Français ont traité de nation à nation des alliances militaires. Donc on continue à signer des traités. Mais les traités ont pour objectif, en fait, de faire en sorte que ces nations perdent leur territoire. Et de faire en sorte que, finalement, plus que ça n'est plus des nations, c'est juste des collections d'individus, et il suffit qu'on ait un nombre relativement important d'individus pour que, si ceux-là acceptent de céder leurs terres, eh bien, ils représenteront l'ensemble de la collectivité. Donc il y a tout un processus qui est très important, parce que c'est un processus, je vais utiliser un gros mot, qu'on peut qualifier de génocidaire. La notion de génocide, c'est quelque chose qui a été défini par un juriste juif polonais qui s'appelait Raphaël Lemkin avant la fin de la Première Guerre mondiale, et lui il veut montrer qu'il y a le crime d'homicide quand on tue quelqu'un et il y a le crime de génocide quand on s'attaque à un groupe. Et ce que veut montrer Lemkin, c'est que finalement le massacre il intervient à l'issue d'un processus. Si vous voulez massacrer ou déporter des gens en masse, il faut que juridiquement ces gens-là n'aient plus le statut d'individu. Donc il faut préparer ça, et c'est ce que prépare l'Allemagne d'Hitler avec les lois de Nuremberg, sans lesquelles la Shoah, l'Holocauste n'est pas possible. Eh bien, vous avez un processus tout à fait analogue qui se met en place aux États-Unis pour faire des populations autochtones des sous-citoyens, en fait, enfin des sous-humains en quelque sorte, dont on va pouvoir disposer comme des choses. Mais il y a tout de même, alors prenons par exemple les Black Hills. Assez tard dans l'histoire des Sioux, ils sont maîtres des Black Hills par traité. Ça a été signé, sauf qu'on découvre de l'or dans les Black Hills et que ce traité devient caduc. Et ça, c'est une histoire qui se répète. Et alors évidemment, au fil des siècles de l'avancée des Blancs, mais c'est très caractéristique de cette période de l'ultime face-à-face du pouvoir blanc face aux Sioux, c'est que les traités sont trahis dans des délais extrêmement courts. On les signe et 5 ans après, on les trahit. Donc le roi est nu. Je veux dire, c'est indéfendable du point de vue de nos valeurs. Oui, alors justement, il y a tout un aspect juridique que les Lakota en particulier essaient de développer aujourd'hui, c'est de dire ces traités ayant été passés de nation à nation, une valeur internationale. Et donc, ils ont une portée qui dépasse les États-Unis. En fait, la démarche américaine, elle consiste en réalité à... Le général Sheridan a une formule extraordinaire, c'est une sorte de plagiat par anticipation. Il parle de la solution finale du problème amérindien. Et pour eux, la solution finale, c'est de détruire les ressources, en particulier des Sioux, c'est de détruire le bison. Quand il n'y aura plus de bison,
en fait, ils vont tous mourir de faim et on se débarrassera d'eux. L'idée, en fait, c'est l'idée de vider l'Amérique de ces populations autochtones pour pouvoir donner pleine place à l'exploitation industrielle. Et il y a cette idée qui apparaît dans les années 1840, qu'on appelle la destinée manifeste, qui est une idée protestante, qui est de dire Dieu nous a confié l'Amérique pour que nous en fassions quelque chose, pour que nous la mettions en valeur. Et vous avez beaucoup de discours qui disent, mais regardez les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait combien de millénaires qu'ils sont là? Ils n'ont absolument rien fait, donc ils sont finalement indignes de ce pays et de ses ressources pour lesquelles nous avons la pleine dignité et la pleine mission divine de les mettre en valeur. Donc vous voyez, il y a tout cet aspect idéologique aussi qui supporte l'élimination des populations autochtones. C'est pas un hasard de circonstance, c'est vraiment tout un appareil qui se met en place et qui se construit tout au long du 19e siècle. Alors jusqu'au moment où nous allons arriver maintenant, puisque malheureusement notre horaire avance, qui est ce moment ultime, à jamais marqué dans la mémoire amérindienne, et pas seulement celle des Sioux, des Lakota, mais de tous les peuples premiers des Amériques, donc qui est le moment Wounded Knee, et qui est en quelque sorte une sorte de loupe grossissante sur les iniquités et le côté injustifiable à jamais de ces dépossessions. Alors, vous, Laurent Olivier, vous êtes penché donc sur le dossier Wounded Knee avec l'idée d'apporter des éléments nouveaux. Donc, j'aimerais maintenant, pour terminer, que vous nous expliquiez pourquoi vous aviez le sentiment qu'il restait des choses à dire sur Wounded Knee. Ça veut dire que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait que ça avait été un crime de guerre. Il y avait peut-être des gens pour le contester. Et quels étaient les éléments que vous souhaitiez trouver, s'ils existaient, et les avez-vous trouvés? Concernant Wounded Knee, donc on rappelle ce qui s'est passé. C'est passé à Wounded Knee. Décembre 1890. 29 décembre 1890. En fait, les guerres indiennes sont finies depuis la fin des années 1860. Et il se passe un mouvement qui est déjà arrivé plusieurs fois depuis le XVIIe siècle. C'est quand certaines populations amérindiennes sentent que leur existence même est menacée. Il y a des phénomènes messianiques. Il y a des medicine men qui apparaissent et qui disent les Blancs vont disparaître, le bison va revenir, ceux qui sont morts de maladie ou tués par l'armée vont renaître et les Blancs vont partir. Et les Blancs, évidemment, prennent peur de ce phénomène. Parce que ce sont des manifestations très expressives, avec des chants très forts, des démonstrations de puissance, de danse très longues, et qui peuvent apparaître de l'extérieur comme une expression d'hostilité. Oui, puis on se dit c'est le bon prétexte aussi pour s'en débarrasser définitivement. C'est de la sauvagerie. Voilà, et donc on a le général qui s'appelle Miles, qui guigne la présidence des États-Unis et qui fait monter ce truc-là en disant c'est le soulèvement le plus important de l'histoire des États-Unis, on risque une guerre énorme et il faut écraser ce mouvement. Et donc c'est à ce moment-là que Sitting Bull est tué d'ailleurs. Hein. On a un petit groupe de la réserve de Cheyenne River qui est animé par quelqu'un qui est un diplomate en fait, et qui est partisan de la négociation avec les Américains. Lui, il cherche à gagner du temps, et il est appelé dans la réserve de Pine Ridge, qui se trouve à peu près à 150 km au sud, pour une mission de paix. Et en fait, il est ciblé par l'armée américaine comme étant un des propagateurs de ce qu'on appelle la danse des esprits, qui est ce mouvement messianique. Donc on arraisonne la troupe de celui que les Américains appellent Bigfoot. Donc à l'origine, il y a eu une erreur d'évaluation. Oui, bien sûr. En fait, en arraisonnant la troupe, ils sont sous statut de prisonniers de guerre et on veut les désarmer. Et au moment du désarmement, un coup de feu part accidentellement. À ce moment-là, les soldats de l'armée répliquent et tuent tous les hommes qu'ils avaient séparés des femmes et des enfants. Et puis, ils ouvrent le feu au canon sur le campement. Il y a un mouvement de panique. Les femmes et les enfants et les vieillards refluent vers un ravin qui se trouve à proximité. Et là, l'armée les massacre systématiquement au fusil et au canon.
Donc avec usage déjà d'une artillerie très moderne, les mitrailleuses Hotchkiss. C'est des canons, des canons de conception française, Hotchkiss développés pendant la guerre de 70. Et c'est des canons qui tirent des obus à mitraille de plomb, donc des grosses billes qui font 12,5 mm de diamètre, et donc qui ont un pouvoir de destruction très très large. Et en fait, on se sert de cet armement-là pour éradiquer absolument la population. Et en fait, on tue essentiellement, après qu'on ait massacré les guerriers, qui étaient au nombre d'une centaine, on tue exclusivement des femmes, des enfants et des vieillards. Alors, dans votre enquête très fouillée, que vous relatez dans Ce qui est arrivé à Wounded Knee, donc cet ouvrage qui est publié aux éditions Flammarion, quels sont les faits nouveaux que vous avez découverts en faisant un travail à la fois d'archéologue et dans les archives? Alors ce que j'ai fait, j'ai pas essayé de reconstituer un récit. J'ai travaillé comme en archéologue, c'est-à-dire que j'ai pris tous les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a les témoignages des survivants ou des témoins amérindiens, Lakota. Il y a les gens de l'armée, parce qu'il y a eu une enquête interne qui a été diligentée, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans l'armée américaine. On a voulu savoir pourquoi est-ce qu'il y avait autant de tués. Il y avait des curieux qui étaient là, il y avait des journalistes. Déjà, c'est le début du journalisme embedded. Et donc, il y a énormément de témoignages. Et ce n'était pas rassemblé jusqu'à maintenant, pas synthétisé de la manière dont vous l'avez fait? Non, parce qu'en fait, il y a tout de suite eu une difficulté, c'est-à-dire que il y a eu plus d'une trentaine il y a une cinquantaine de morts et de blessés dans l'armée américaine pour une opération de désarmement qui devait se passer tranquillement, sans problème. Et en fait, une enquête interne de l'armée était diligentée. Et les officiers ont dit, mais en fait, c'est un coup monté, un guet-apens. Les Indiens avaient caché des armes dans leur couverture, ils nous ont surpris, ils nous ont tiré dessus, on a été obligés de répliquer. Et puis en fait, ensuite, après, on était obligés de mener une contre-attaque. Et en fait, la version amérindienne dit, mais en fait, pas du tout, un coup de feu est parti accidentellement, et ensuite l'armée a ouvert le feu au canon sur le campement, ce qui est quand même complètement différent. Donc, en recoupant les témoignages, j'ai pu reconstituer l'emploi du temps, demi-heure par demi-heure, et il y a un trou d'une heure et demie dans l'emploi du temps de l'armée, où on s'emploie en fait à effacer les traces. Parce que le gros problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de cadavres de femmes et d'enfants qui jonchent le sol. Donc ça, on cherche à le masquer. Alors, ce que vous dites d'ailleurs à propos des femmes et des enfants, c'est que l'enquête que vous avez menée prouve que certains soldats sont allés systématiquement aux alentours de l'échange, donc de la fusillade, rechercher les femmes et les enfants, pour certains les tuer à bout portant. Et ça, c'est typiquement le crime de guerre. Et ça, c'était caché jusqu'à tout récemment. Comment a-t-on caché cet aspect génocidaire? Il y a une formule populaire qui dit qu'il n'est pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. En fait, il n'y a jamais eu d'enquête réelle sur ce qui s'est passé à Wounded Knee. On s'en est tenu à la version de l'armée en disant c'est un accident malheureux. Il n'y a jamais eu d'intention de tuer tout le monde. Et on a décoré les soldats qui avaient été les soldats américains qui avaient fait la tuerie de Wounded Knee. Ils ont eu la médaille d'honneur. Ils ont eu la plus haute distinction pour fait de courage de l'armée américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les guerres indiennes sont les plus décorées de tous les engagements militaires américains. Par comparaison, j'ai regardé un petit peu ça, le débarquement de Normandie, où il y a à peu près 60 000 hommes, qui est quand même quelque chose d'autrement plus dangereux que de tuer des femmes et des Indiens. Vous savez combien il y a de médailles? Il y en a eu 4. Il y en a 4 pour le D-Day et il y en a 20 pour Wounded Knee. Donc vous voyez la distorsion. Et puis on a fait appel aussi aux scouts Lakota, puisqu'ils parlaient Lakota, pour demander aux blessés de se lever, en leur disant qu'aucun mal ne serait fait, et les blessés ont été abattus à bout portant. Donc c'est vraiment un massacre sans nom. Et ensuite, à la fin du massacre, on est allé, le trou dans l'emploi du temps correspond à ça, on est allé piller les corps pour ramasser ce qu'on appelait des curiosités indiennes qu'on pouvait revendre ensuite. Donc on a coupé par exemple les cheveux de celui qu'on appelle Bigfoot, Spotted Elk, on lui a pris ses mocassins, on a des scalps qui... Donc il y a à peu près une douzaine de musées dans lesquels il y a des objets de Wounded Knee qui sont autant de... Ce qui ne sont pas des curiosités indiennes, c'est des preuves criminelles, des indices criminels dans lesquels vous avez aussi des restes humains.
mais qui ne sont pas présentés dans les vitrines des musées avec des explications qui sont conformes à la réalité. Ce qui est très intéressant quand vous allez dans les musées américains, vous voyez d'abord que les cultures amérindiennes sont souvent présentées dans les musées d'histoire naturelle. Vous avez le tableau de l'Amérique primitive avec les bisons, les aigles, les bouquetins, etc. Puis juste à côté, les Indiens, qui sont en quelque sorte la population naturelle humaine du pays. Et quand vous regardez les objets qui sont là, c'est tous des objets qui datent des guerres indiennes. Donc comment est-ce qu'ils sont venus dans le musée? C'est une question très intéressante. Ils sont venus à l'occasion de massacres, de pillages de campements. C'est pas des cadeaux diplomatiques, ces objets-là. Ces objets qui ont été pris sur les gens. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu donc des excuses ou une reconnaissance des faits de la part du pouvoir américain? Parce que le général Miles lui-même, à la fin de sa vie, a reconnu, en quelque sorte, un peu à mots couverts, les abus, les horreurs qui avaient été perpétrées à Wounded Knee. Hein. C'est un personnage très ambigu, Miles, parce qu'en fait... qui dirigeait les opérations. C'est lui qui dirigeait les opérations, et c'est lui qui a donné l'ordre de détruire les Indiens s'ils résistaient. Et finalement, à la fin de sa vie, il a chargé les officiers qui avaient exécuté ses ordres en disant que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais les officiers n'ont fait qu'exécuter les ordres qu'il avait donnés. Il y a une différence entre les excuses et les regrets dans le système américain. On a présenté des regrets, pas des excuses. Des regrets, c'est on est désolé pour ce qui vous est arrivé. Et puis en 1990, pour le centenaire, on a imaginé que ça serait sympa de faire des barbecues ensemble, de jouer au football ensemble, voilà, de faire des danses ensemble. Ça s'est réduit à ça, la réparation de Wounded Knee. Merci à tous les deux. Il faut savoir que Wounded Knee reste aujourd'hui un lieu absolument lugubre. Un mot quand même sur les traités, très rapidement. On arrive au bout, c'est ça? On est au bout, là. Il faut s'arrêter, malheureusement, Maurice. Mais les traités signés, aucun n'a été jamais respecté. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a décidé que les Lakota avaient droit à une compensation budgétaire qui s'élève à plus d'1 milliard de dollars. Il leur suffit pour ça de dire « OK, on vous laisse les Black Hills ». Et ces populations qui vivent pour certaines et certains d'entre eux dans des maisons en carton et qui se chauffent à la lumière d'une chandelle l'hiver, continuent de dire non, les Black Hills ne sont pas à vendre. Merci à tous les deux. Merci. Alors, juste un mot sur les 3 livres donc, qui nous ont occupés. Pekka Hämäläinen, L'Amérique des Sioux, édition Albin Michel. Ce sont des livres que vous allez pouvoir trouver sur le stand du Salon du Livre. Je ne sais pas si Pekka Hämäläinen demain sera présent. Ce qui est arrivé à Wounded Knee par Laurent Olivier, donc édition Flammarion, et Maurice Rebex, L'Esprit ensauvagé, édition Albin Michel, signature pour tous les deux, signature maintenant, je crois dans la foulée. Voilà, donc vous pouvez prolonger la conversation.